December 24, 1994, Marseille Airport. An Airbus A300 was hijacked by terrorists. There are 54 hostages on board. Just when it looked like it was going to be a tragic Christmas, 30 men in black changed the course of history in just 8 minutes. This is GIGN, the Special Forces unit of the French Gendarmerie. This frontline unit, which deals with anti-terrorism and hostage rescue, is known worldwide for its high-risk situations. It operates in France and abroad. As you might guess from its name, the GIGN is part of the Gendarmerie Nationale. The Gendarmerie Nationale is a French armed force that works with the Ministry of the Interior and Overseas Territories, as well as the Ministry of the Armed Forces on military operations. They're responsible for ensuring security in rural and suburban areas. The National Gendarmerie has its roots in the Marais Osseux, which is one of France's oldest institutions. Since 2009, it's been attached to the Ministry of the Interior, but it's still a military force with a military status and culture. The National Gendarmerie has over 130,000 soldiers and more than 300 professions, including dog handlers and protection of national palaces. The unit shares jurisdiction of French sovereign territory with the Special Response Units of the National Police, and its training center is located in Bains. While most of the GIGN's operations are in France, it can operate anywhere in the world as part of the French Armed Forces. Between December 24th and 26th, 1994, Flight 8969 was scheduled to travel from Algiers to Paris with 227 people on board, including passengers and crew. However, when the passengers were boarding the aircraft, 4 terrorists, who were disguised as police officers, quickly took control of the plane. They said they were with the GIA and that they were planning to use the plane in a suicide attack. Over the next few days, the hijackers killed 3 passengers and made various demands, including the release of Islamic prisoners. The French government saw there was a chance of a suicide attack on French soil and decided they had to get involved. They started mobilizing the GIGN, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, an elite French unit that's highly trained for rescue situations and combating terrorism. By the 3rd day of the hijacking, negotiations had progressed enough for the Algerian authorities to give the green light for the plane to take off, heading for Marseille in the south of France, where a rescue operation was already underway. When they arrived in Marseille, the GIGN began planning the operation. Since the operation involved an aircraft, there was a real risk of explosions or the fuselage collapsing. This meant that a precise and coordinated approach was essential. With the plane parked on the runway in Marseille, the GIGN got right to work on their operation. The operation got underway at 5 p.m. on December 26th. The GIGN teams approached the aircraft using ladders and made a simultaneous entry through the front and tail of the plane, breaking windows and doors to catch the hijackers off guard. It was a very tense and dangerous operation, with a lot of shooting between the hijackers and the GIGN inside the plane. The terrorists put up a fight, but they were taken care of pretty fast. The 4 hijackers were neutralized after just a few minutes of combat. The GIGN team successfully rescued all the remaining hostages without any additional civilian casualties. In the end, more than 1,000 bullets were fired during the operation, but the elite group managed to avoid an even greater tragedy, saving 173 hostages. The success of GIGN's operation on Air France Flight 8969 brought the group great international recognition, and to this day, GIGN is called upon to train units all over the world. The GIGN got its start in 1973 in Maisons-Alfort, just outside of Paris. It was set up after the Munich massacre at the 1972 Summer Olympics. It was first called ECRY and started working in March 1974 under the leadership of Lieutenant Christian Proutot. The unit was later combined with another unit, GIGN, within the paratrooper squadron of the Mobile Gendarmerie in Mont-de-Marsan, France. This was in 1976, and that's when they started using the designation GIGN.
The team grew from 32 members in 1976 to 78 in 1986, and finally to 180 in 1996, 120 in 2005. In 1982, the unit relocated to Versailles Satori. In 1984, GIGN teamed up with other units to form a larger organization called GSIGN, which included EPIGN, GSPR, and GISA. On September 1, 2007, there was a big change when GSIGN was disbanded and replaced by a new unit called GIGN. The goal was to make the command and control functions stronger, integrate the unit more effectively through common selection, training, and support, and improve its ability to deal with complex situations like mass hostage-taking. In 2009, the Gendarmerie was attached to the Ministry of the Interior, which already oversaw the National Police. With this new command structure, the GIGN's gendarmes can still be called upon to assist in operations outside France, since they have military status. In January 2015, the GIGN and RAID, the National Police's tactical unit, joined forces for the first time to respond to the attacks in Ile-de-France. As of August 1, 2021, the 14 regional branches of the GIGN have been fully integrated into the group's organization as part of a new antenna force. The new structure puts more focus on the group's role in training and operational support. They've also been given a new common insignia, which is shaped like a shield and worn on the left sleeve by each GIGN gendarme, as well as a circular badge on the right sleeve. The GIGN is made up of 4 teams: the Intervention Force, which has around 100 operators, the Observation and Search Force, which has around 40 operators who focus on reconnaissance and counterterrorism, and the Security and Protection Force, which is responsible for executive and sensitive site protection. The Regional Branches Force is in charge of the 14 regional GIGN branches. The Gendarmerie Detachment of the GSPR Presidential Security Group is in charge of protecting the President of France. It's a joint operation between the Gendarmerie and the National Police. The Engineering and Support Division is all about long-range sniping, breaching, assault engineering, special devices, and other specialties. The National Training Center for Specialized Intervention is in charge of choosing, training, and retraining GIGN operators and selected gendarmerie or foreign personnel. The group has a number of different tactical specialities, including long-range sniping, breaching, observation and reconnaissance, executive protection, free-fall parachuting with halo jumps and diving, gendarmerie helicopters and GIH, a Joint Army Air Force Special Operations flight equipped with SA-330 Puma helicopters, provide helicopter support. The 14 regional GIGN branches, which were originally known as PI-2Gs for domestic units and GPs for overseas units, were redesignated as GIGN branches in April and July 2016 and fully integrated into GIGN in 2021. The 20 Nuclear Protection Units, PSPGs, aren't part of GIGN, but they operate under its operational control. GIGN and RAID, the National Police's tactical unit, coordinate through a joint organization called UCAFI. They have a leader protocol for joint engagement between the 2 units. The GIGN shows just how well France can develop and keep up elite units with a wide range of skills. This unit shows how the country plans to create special forces that can respond effectively to a wide range of threats and challenges. The GIGN brings together experts in counterterrorism, hostage rescue, protecting authorities, and special operations. They provide comprehensive and robust protection of French territory and national interests abroad. Dans le dos, sur le côté gauche de la part de Matuidi face à Rudiger, il va essayer de centrer, le ballon sera encore entré, ce sera le premier corner de la partie, 4 minutes et 30 secondes, 0-0. Ce soir-là, j'étais chez moi, à Vachy, dans mon canapé. Voilà, première action en place, bien amorcée par l'équipe de France, dommage que le centre soit contrôlé. Ouais, j'avais mis le match de foot en fond,
On avait eu une semaine un petit peu difficile puisqu'on avait eu une affaire d'enlèvement assez compliquée avec coup de feu, remise de rançon, ça c'était le mardi. Donc on se reposait un petit peu parce que ça avait été effectivement éprouvant. Au Brésil doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette équipe qui attend les Français? Ils abandonnent la possession du ballon à l'équipe de France. Très vite, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas et en fait, on a une équipe de spécialistes explosifs à la BRI et certains d'entre eux étaient en poste à Saint-Denis pour sécuriser le match. Et ils nous font un retour d'information et très vite, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une attaque parce qu'ils nous donnent des types d'explosifs et tout ça. Nous, on prend notre service à 19h, on prend les consignes à la préfecture et à l'issue, vers 22h30, on sort pour faire des rondes anticriminalité, comme on fait toute la nuit. On entend donc sur les ondes les premières alertes qui tombent sur le Stade de France. J'ai 2 décédés, 6, 5 et 1, 6 urgence absolue, 6 urgence relative, reçu par les. Et là, il y a notre état-major qui nous commande pour nous diriger sur place. Et arrivé porte de Clignancourt, entre Saint-Ouen et Clignancourt, on commençait à avoir quelques petites informations au niveau des ondes radio police, comme quoi on commençait à avoir des détonations d'armes à feu sur Paris. Fusillade, rue Alibert, angle, rue Bichat, tireur non localisé. Ils annonçaient donc les terrasses, c'était le début des terrasses sur le 11e, et nous on était commandés pour Saint-Denis. Et là on se regarde et puis on sentait vraiment que Paris était important. Donc on échange, du coup il me dit on prend Paris. Et là de Clignancourt, je descends Barbès, direction le 11e, on se dirigeait vers les terrasses. Pour une urgence, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. Urgence pompier. Bataclan, fusillade. D'accord, ok, vous êtes sortis? Non, tous dedans. Vous êtes tous dedans? Vous êtes enfermés avec combien de personnes là? Oui, 2 personnes qui sont du travail. Ils sont toujours dedans eux? Ça tire dans le Bataclan là. Ouais. Regarde, on entend un coup de feu. On arrive au bas de Magenta, quasiment à la place de la République. Et sur les ondes passe l'annonce pour le Bataclan. Et là, on est à 200 mètres, on traverse la place de la République et on y est, quoi. Je suis rentré, en moins de 7-8 minutes, on était là. On se rassemble, on prend du matériel, tout ce qu'on peut. On a pris du matériel de protection balistique et du matériel offensif, des fusils d'assaut, de la grenade offensive, des boucliers balistiques, tout ce dont on pourrait avoir à faire usage en cas de, dans ce genre de contexte, quoi. Et on prend la route assez vite vers le Bataclan. Bon, on décide d'aller au Bataclan parce qu'on était à proximité. On coupe la place de la République en deux, on prend le boulevard Voltaire et on arrive directement devant le Bataclan. Je roulais tellement fort que j'ai pas visualisé l'endroit exact du Bataclan et c'est le commissaire qui m'a dit c'est là, c'est là, c'est là. Donc j'ai écrasé tout ce que j'ai pu écraser et en fait on s'est arrêté en perpendiculaire d'un bus loge du groupe là, des Eagles, devant l'entrée du Bataclan. Éloignez-vous, madame. Éloignez-vous, madame, éloignez-vous. Et quand on arrive, il y a déjà des corps de partout, quoi. Éloignez-vous. Eh ben, on a 3 pauvres personnes là qui sont par terre, qui sont décédées. Oh merde. On sent bien ça va pas, quoi. Le commissaire, lui, dans son angle de vue, à un moment donné, les portes s'ouvrent et il voit le terreau avec une calache. Il m'annonce calache. À l'époque, le protocole nous interdisait de rentrer, nous demandait de figer la situation et de faire appel à la BRI, au RAID. Avec le commissaire, on se regarde, on se parle pas parce qu'il n'y a pas besoin et on rentre.
On voit évidemment une scène indescriptible. Donc quand on passe les portes, il y a des corps. Les corps sont enchevêtrés les uns sur les autres, sur 2, 3, 4 niveaux. Enfin, la salle est jonchée de corps. Et on voit sur la scène le premier terroriste en train de lever sa calache en direction d'une victime qui était là. Ça commence comme une énorme rafale en fait. C'est vraiment, c'est ta. C'était assez violent comme son. Ouais, c'est vraiment très très puissant, quoi. Quand on voit la réaction du groupe qui court vers le fond, là on sait qu'il y a un problème, on sait qu'il y en a un vrai. Je cherche la sortie, je cherche d'aller derrière, là où les musiciens sont sortis. C'était mon objectif. Au moment où je m'apprête à courir, j'entends des pas. J'entends des pas qui sont même d'ailleurs plutôt calmes. Là, je suis nez à nez, en fait, finalement, avec un terroriste. Il ressemblait vraiment à n'importe quelle personne de banlieue, avec un tracksuit, des baskets, et voilà. Il est sur scène et moi je suis sur un côté de la scène et lui il me regarde et il me dit « Lève-toi, lève-toi ». Il m'emmène, ouais, il m'emmène au milieu de la scène. Et à ce moment-là, en fait, s'ensuit une conversation rocambolesque avec les deux terroristes du haut. Il y en a deux, en fait, qui sont surpris de me voir et qui me disent « Couche-toi, couche-toi, qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que tu fous là ?» Et l'autre, le terroriste qui était avec moi, il disait « Non, c'est bon, il est avec nous, il est avec nous ». C'est une scène lunaire où deux terroristes s'engueulent sur quoi faire d'un seul otage. C'est lui qui a commencé les hostilités. Vous pourrez vous en prendre à votre président François Hollande. C'est lui qui vous a emmené à ce massacre d'aujourd'hui. Et sachez que c'est que le début. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce profil-là de personne. Qu'il soit désorganisé à ce point, c'était le plus surprenant. Pendant le débat entre les deux terroristes, je vois au fond de la salle deux ombres qui ont l'air d'être de mon côté. J'ai tout de suite compris que ces deux ombres, c'était des ombres positives. Elles sont là pour m'aider. Et c'était ma chance. Je vois ces deux ombres se lever assez rapidement et je vois une position, en fait une position professionnelle de l'usage d'une arme. Ça doit être ça. Je comprends tout de suite que ces gens-là, ce sont des policiers. Le commissaire tire 4 fois, il donne le tempo, bim, bim. Et moi, je commence à enquiller sur sa 3e ou sa 4e cartouche. Je fais un tir comme au stand, un tir debout, droit et verrouillé. Je vois d'ailleurs quelques petits flashs. Et à ce moment-là, en fait, je comprends tout de suite qu'en fait, il tire sur le terroriste qui est à gauche de moi. Que celui-ci dévisse. Je vois que son arme, en fait, se tourne et que celui-ci s'apprête à tomber aussi. Je vois ça et j'en profite, en fait, à ce moment-là. Je cours vers la sortie que je n'avais pas vue depuis le début, qui, en fait, était là depuis tout ce temps. Le terroriste, on le voit, donc il est sur le dos, et moi je vois qu'il relève la tête. Et c'est à ce moment-là que je fais un tire-tête, et là ça explose. Au moment de l'explosion, moi je vois
Et comme des espèces de paillettes à la fin des spectacles là, qui descendent là. Ben, c'est exactement ce que je vois. Sur le moment, je pense qu'il a été couvert par une grenade. Et en fait, assez rapidement quand même, mais plus tard, on se rend compte que ce que j'ai pris pour des confettis, c'était le terreau qui est parti, qui s'est évaporé. J'aurais pu rester là et friser et partir dans l'explosion. Vous voyez ce que je veux dire? Hey, on a des otages si vous voulez mourir. Si vous voulez qu'ils meurent, continuez. Bon, on se fait rafaler par un autre terroriste qui était sur les balcons. Et donc là, on recule, pas le choix. On ressort et on annonce ce qui se passe sur les ondes et puis on attend les renforts, quoi. On marche vers le Bataclan, à une centaine de mètres, on croise le chef de la BAC Nuit et son chauffeur. Il y a un bref échange entre nous. On leur dit juste ce qui se passe, ce qu'on a vu, pour leur donner le maximum d'informations. Puis après, c'est à eux de jouer, quoi. On comprend qu'il y a une prise d'otage massive, on comprend qu'il y a plusieurs assaillants, on comprend qu'il y a des armes de guerre et on comprend qu'il y a de l'explosif. On comprend que c'est très grave. Et on continue notre progression. L'entrée du Bataclan, elle dessert un vestiaire. Il y a une espèce de bar et un vestiaire. Et on arrive à l'entrée de la salle, en fait. Quelqu'un a allumé les spots de la scène. Donc on a une lumière crue, très très blanche. Et face à nous, on a à peu près, c'est dur à estimer, mais 500-600 personnes qui sont couchées par terre. Il y a une drôle d'odeur de poudre. Il y a une chaleur qui vient d'un coup et c'est particulier, très très particulier. Drôle de sensation. Quand je vous en parle là, je l'ai encore. Je ne saurais pas comment l'expliquer en fait. Je me dis des fois qu'il n'y a pas de mots dans la langue française qui puissent exprimer vraiment ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. On comprend qu'il y en a qui sont morts, on pense que quasiment tout le monde est blessé ou mort d'ailleurs, c'est la première impression. Et nous, on est 12, quoi. Donc là, ça nous prend un petit peu quelques secondes, quelques minutes pour décider de la meilleure stratégie. Les gens, eux, ils pensent qu'ils sont sauvés puisqu'on est là. Et on essaie de leur faire comprendre par quelques mots, par un geste, par un regard que non, il ne faut pas bouger, on va revenir, mais pour l'instant, nous, on a une mission à faire. Et ça, c'est difficile. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi on ne soigne pas leurs proches et qui ne sont pas contents, hein, vraiment, et qui l'expriment. Il y en a qui nous attrapent un peu les pantalons et qui se plaignent du fait qu'on ne les aide pas. On comprenait bien qu'il fallait qu'on permette l'évacuation des gens qui étaient blessés. Mais bon, là, on a une mission à faire et si nous, on ne remplit pas notre mission, de toute façon, tout est figé. Donc il faut absolument qu'on aille au contact de ces terroristes pour voir où ils sont et créer ce périmètre un peu sécurisé. On se concerte, on décide au plus vite d'aller prendre le haut, c'est-à-dire de monter sur le balcon, côté gauche, pour essayer de prendre une vision sur l'ensemble du théâtre. On entend le chef dire aux victimes qu'ils pouvaient se lever, et de lever les mains et de partir, de sortir du Bataclan. On les fait sortir un peu en groupe, on va les canaliser tous. On lève les mains, Et on va vérifier que ces gens-là ne sont pas des terroristes. On ne peut pas avoir un surattentat avec quelqu'un qui aurait un gilet piégé ou ce genre de choses. Reculez, reculez! Il y a des gens qui arrivent. D'abord les gens valides, ils sortent plus ou moins en courant. Et puis des blessés qui peuvent marcher. Et puis très rapidement, des blessés qui ne marchent pas, qui sont traînés par leurs copains. Les premiers qui arrivent, on les lâche là, on commence à faire mettre des pansements compressifs, mettre un ou deux garrots, puis après moi j'ai plus rien.
Donc, quand ça saigne, je prends mes ciseaux, je découpe les t-shirts, je le mets en boule, je l'appuie là où ça saigne, et je dis au copain, appuie dessus, et de toute façon, il faut le sortir. Pour les sortir, ceux qui sont vraiment très gravement blessés, ils sont allongés, il faut les mettre sur des brancards. Or, des brancards, on n'en a pas. Je me souviens qu'en arrivant, j'avais vu une dizaine de barrières, qu'on appelle des barrières Vauban, ces barrières métalliques, et je dis aux policiers, attrapez-moi des barrières, vous me les mettez à l'horizontale, on va s'en servir de brancard. C'est comme ça que sur les images, vous voyez des norias, barrières métalliques avec des gens dessus. Donc on continue notre cheminement, ça dure à peu près 20 minutes, 25 minutes. On a fait donc tout ce côté gauche et on arrive au bout de ce couloir qui dessert le balcon gauche, en haut à gauche, où se trouve en fin de couloir une porte en bois classique. Et on se rapproche de cette porte. Comme on a fait plein de pièces avant, on continue dans la foulée et on se dit, bon bah voilà, on va aller jusqu'au bout, comme ça on saura s'ils sont là ou pas. On pensait honnêtement à ce moment-là qu'ils étaient peut-être partis. Donc on va pour ouvrir cette porte. Là, mon collègue remarque un chargeur d'AK-47, de Kalachnikov. C'est la première fois qu'on en voyait un depuis qu'on était rentré. On s'est dit, tiens, c'est peut-être un signe que les terroristes ne sont pas très, très loin. Donc on enlève la main de la poignée. On était prêt à l'ouvrir, la porte. Et quasiment dans la foulée, quelqu'un prend contact avec nous. En fait, une voix nous dit vous reculez, sinon je vais tuer tout le monde. Et on leur propose de nous donner un numéro de téléphone, ce qu'ils font, qu'on fait suivre aux négociateurs. Nous, on est à l'écart dans un véhicule, au calme. Il y a mon collègue qui est au contact avec eux, moi qui l'assiste sur ces appels et sur les stratégies de négociation. Et donc là, mon collègue m'explique qu'il a eu au téléphone un des terroristes et que le premier appel a été plutôt revendicatif, puisque le terroriste explique qu'ils sont des soldats du califat, qu'ils sont venus sur le territoire français pour se venger, puisque la France tue leurs femmes et leurs enfants en Syrie, et que donc là aujourd'hui ils sont venus pour tuer les nôtres. L'information, c'est qu'ils sont plusieurs, au moins 2, qui sont armés, qui sont déterminés et qui ont des otages sous leur contrainte. Donc déjà pour nous, c'est quand même un peu fondamental, quoi. Parce que là, on retrouve quelque chose qu'on connaît plus, c'est-à-dire une situation de prise d'otage. Et dès les 2 premiers appels, on se dit qu'il n'y aura pas de reddition. Ça nous paraît improbable. Donc nous, notre rôle, ça va être plutôt un rôle donc, de garder le contact avec eux pour tenter de les stabiliser. Moi, je suis assis à genoux sur un siège là, un petit peu décalé avec des gens qui ont été tués, qui sont là. On va les côtoyer pendant toute la préparation de l'action. C'est assez un petit peu lunaire aussi comme situation. Et on prépare notre action future, à savoir un assaut. Il y a un petit peu d'attente parce que la colonne se configure. Il y a une part de stress qui monte en moi, forcément. Et du coup, je me retrouve devant, au niveau du Ramsès, du bouclier Ramsès. Alors devant, pour moi, ce jour-là, ce n'était pas la pire place. Je voulais vraiment sauver les otages. Quand j'ai appris qu'il y avait des otages, des gens en vie, pour moi, c'était l'objectif ultime, c'était les sauver. Tout le monde avait admis le fait qu'on pouvait très bien, et que ça allait sûrement arriver d'ailleurs, que ce serait peut-être la dernière chose qu'on ferait. Du coup, ça devient un petit peu froid là. On a une mission à faire et on fait abstraction beaucoup de l'environnement. Avec mes collègues qui m'entouraient, en fait, on s'est regardé dans le blanc des yeux, on s'est checké juste avant de monter à l'assaut. Ouais, c'est mon seul souvenir de ce moment-là, en fait. J'ai cloisonné un petit peu une partie de cette intervention pour ne pas ressasser en permanence et essayer d'avancer un petit peu dans ma vie aussi.
Alors sur le dernier appel, donc mon collègue est au contact avec le terroriste qui lui dit mais j'entends du bruit derrière la porte, qu'est-ce que vous faites? Alors mon collègue le rassure en lui disant vous inquiétez pas, il n'y a rien de particulier, il y a juste un petit peu de bruit. On avait détecté au-dessus de la porte un objet noir qu'on avait pris pour une caméra, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'à chaque fois qu'on bougeait, les terroristes à l'intérieur se plaignaient auprès du négociateur ou auprès de nous directement qu'ils nous voyaient. Le début de l'assaut, pour nous, ça a été la neutralisation à l'aide d'une arme de cet ustensile qu'on avait pris pour une caméra. Top caméra. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de caméra. Oh, je reste là. Si jamais il ouvre la porte, J'ai donné des coups au niveau de la porte. La porte s'est entrouverte. Une première fois, une deuxième fois, elle résistait encore une fois, et je crois qu'à la troisième, elle s'est totalement ouverte. Et là, il y a eu le déluge de feu. On se prend une rafale complète de chargeur complet d'AK-47 à 5-6 mètres de distance directement dans le bouclier. Je sens les impacts arriver sur le bouclier, mais je me dis qu'il faut continuer d'avancer pour les acculer tout simplement. Là, on a le deuxième chef de groupe qui était venu nous renforcer, qui est touché à la main. Je le sens en fait faire un salto arrière à l'impact, je l'entends crier et je le vois tomber sur le côté. Et là, je me dis, attends, on n'est pas encore rentré dans le couloir, on a déjà perdu quelqu'un. Il fallait avancer, c'était relativement étroit. C'était beaucoup plus court en réalité que dans mon souvenir. J'avais l'impression qu'on avait marché des dizaines de mètres et au final, on s'est rendu compte que non, c'était assez exigu et que le fond était assez proche. Quand il y a une balle qui a touché la glace du bouclier, j'ai baissé la tête très vite en pensant que la balle avait traversé. J'ai relevé et j'ai annoncé la position du terroriste au fond du couloir à droite. À un moment donné, je sens que le bouclier bascule, tombe. Il y a 2 marches qui se trouvent à peu près à 1,50 m, 2 mètres de l'entrée. Et en fait, ces 2 marches font que le bouclier bascule, quoi. Kader essaie de le garder, mais il bascule, et il bascule d'ailleurs sur des otages. Notre rôle là-dessus, c'est vraiment de retirer les otages, les gicler vers l'arrière. Donc ça va très vite, hein. Quand on récupère des gens, on les fait sortir. Alors malheureusement, il y en a certains qui, quand ils sortent, ils passent devant, obligatoirement, ils descendent l'escalier et puis ils passent dans la scène principale. Et donc oui, ils voient les cadavres. Regardez pas, madame. Regardez. Il y a tellement d'adrénaline à ce moment-là que c'est même pas du temps, quoi. C'est une action qu'on a commencée et qu'on va terminer. De toute façon, dans un couloir, il n'y a pas de 36 solutions. Il n'y a pas d'échappatoire, donc de toute façon, il faut avancer. La sécurité, elle vient du fait de continuer l'action. Donc j'avance dans le couloir et jusqu'à ce que je vois le terroriste qui refait surface au bout du couloir. Et là, je tenais mon pistolet automatique à une main, l'autre main me servait pour garder l'équilibre. Je tire 2 balles dans sa direction. Là, on sent un vrai blast, donc on le ressent vraiment. C'est le premier terroriste qui s'était réfugié au fond, qui est blessé par Kader et qui actionne son gilet. Il s'est mis dans un renfoncement quand il s'est déclenché. La majorité de son gilet a tapé dans le mur arrière où il n'y avait personne et a tapé sur le mur qui était devant lui où il n'y avait personne. Il est mort, il s'est fait exploser et on arrive sur le deuxième. Et le deuxième, on s'aperçoit qu'il est toujours vivant.
Et quand on s'avance, on s'aperçoit que le terroriste essaie d'appuyer sur son nombril, mais la chance qu'on a, c'est que le blast, le souffle, l'explosion de son complice a fait tourner son gilet. Les premiers éléments qui arrivent sur lui s'aperçoivent qu'il essaie de se faire sauter et donc vont le neutraliser. Est-ce qu'on a les otages là? Oui, ils sont descendus. C'est une réussite, on va dire, tactique, quoi. Et on a pu sauver, même si c'est pas grand-chose, mais c'est quand même important, on a pu sauver plus d'une dizaine d'otages qui étaient directement sous la menace des terroristes. Au milieu de cet océan de malheurs et de morts et de blessés, il y en a quand même quelques-uns qu'on a pu sauver. C'est loin d'être fini, je fais le tour partout, je vais chercher des blessés, il faut continuer à les évacuer, il faut les catégoriser, il faut les faire prendre en charge, il faut faire venir les pompiers à ce coup-là. Hein, quand on dit, bah, ça y est, on peut faire entrer les secours, arriver en masse, les guider, leur dire, voilà, 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 chope-moi celle-là, celui-là. La mission continue, hein, parce qu'il y a encore des otages qui sont cachés de partout. Pour ma part, je ne sais pas s'il y a encore un terreau ou pas, donc on continue tout le boulot à chercher dans les recoins, les gaines techniques. Et à chaque fois, on découvre qu'il y avait des gens cachés un peu partout, même dans des endroits improbables. Les toits, sous les plafonds, dans les placards, enfin, je veux dire, ils essaient de se dissimuler le plus possible. On a même à l'endroit où on a les terroristes, on a une loge et on a des gens qui sont là, qui se sont enfermés. Le corps du dernier kamikaze, forcément, était tombé à proximité de la porte de la loge. On s'aperçoit qu'il n'a qu'une partie du gilet sur lui. C'est un gilet explos. Il fallait éviter que les otages marchent dessus, donc j'ai fait barrage de mon corps entre le terroriste et la sortie des otages. Et donc, tout ça, c'est un travail encore, où il faut être sûr et sécuriser entièrement ce bâtiment, qui était quand même très grand. L'assaut est terminé, on a évacué les gens. Nous, les démineurs, avec les maîtres Charles, on est resté jusqu'à 5 h du matin sur place pour continuer à fouiller le bâtiment, à la recherche d'explosifs. Il faut descendre dans la fosse, regarder s'il reste rien dans la fosse. Et dans la fosse, il y a des dizaines de personnes qui sont décédées, quoi. Quand il faut fouiller la salle, il faut que tout retombe, que le silence s'installe, qu'on constate réellement l'horreur, bah, c'est plus dur. Les téléphones qui sonnent, qui s'éclairent, maman, papa. Enfin, pour moi, ça a été plus dur que l'assaut. Sorti dehors, pour moi, c'était une atmosphère de fin du monde. On voyait les victimes un peu partout, avec des couvertures de survie, il y en a qui montaient dans des bus. Des regards hagards, ça ne parlait pas, c'était, on ne reconnaissait plus Paris. Quand j'arrive dans le quartier du Bataclan, je vois tous ces soignants, médecins, infirmières, infirmiers qui ont vu des choses, et des êtres surtout, horriblement touchés, et donc sont encore au chevet des blessés, me regardent, comprennent que je viens les soutenir aussi, mais sont encore à la tâche et vont continuer à l'être pendant toute la nuit. Ensuite, me tenant à la porte du Bataclan, sans d'ailleurs vouloir y rentrer, je vois encore des femmes et des hommes en sortir
Et je vois leur visage défait comme pétrifié par l'horreur dont ils sont sortis. Toute la Bakken est repartie à son siège. Et là, on a discuté, on a débriefé. Fallait avaler ce qu'on venait de vivre, quoi. On dit que c'était chaud. Et nous, on rentre au 36. Moi, je me sentais vraiment vidé. J'avais besoin de me retrouver avec certains de mes collègues qui sont comme de la famille, en fait, pour moi. On était très liés déjà auparavant et on s'est retrouvés entre nous. On a vécu quelque chose d'impensable et d'unique, j'espère. Et oui, ça crée des liens pour la vie, quoi. Je suis rentré, je me suis couché et j'ai pleuré. C'est le seul instant où il y a eu craquage, comme dirait l'autre. Puis contrairement aux militaires, quand ils rentrent d'opérations extérieures, ils ont un sas, quoi. Ils s'arrêtent quelque part, entre les combats et la maison, il y a un sas. Nous, il n'y a pas de sas, en fait, ça a fait Bataclan maison, quoi. On est interrogé par sa famille qui nous demande alors, bon, on ne peut pas trop raconter. Enfin, on n'a même pas les mots au début. On essaie de dormir, on ne dort pas. Et de toute façon, à 9h30, on nous a rappelé, parce qu'une voiture utilisée par les terroristes avec des armes dedans avait été localisée sur Montreuil. Et on nous demandait d'aller planquer sur cette voiture. Aujourd'hui, 10 ans après, je pense que c'est l'intervention la plus marquante de ma carrière. Je ne me serais jamais douté qu'un an après l'hypercachère, on aurait le Bataclan qui arriverait, avec autant de gens tués. Ça paraissait improbable. On a tous gardé une blessure en nous, je pense, de cette soirée-là. Alors c'est toujours vif au moment des dates anniversaires. Et puis même, c'est toujours vif, en fait. Finalement. Ouais. Je me souviens, j'ai une image assez précise de deux femmes qui sont enlacées près du bar et qui ont essayé mutuellement de se protéger. Clairement, elles sont mortes. Je me vois les enjamber. Parce que j'avais pas le choix, il fallait que je les enjambe. Et je me vois m'excuser de les enjamber, en fait. Voilà, c'est le genre de truc qui me reste, quoi. J'ai rencontré ces deux policiers en bas de la rue. Et c'est une semaine après, même pas. Et c'était assez émouvant quand même, mine de rien. Ouais, c'était assez émouvant. Enfin, pour moi, c'était très très fort. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, en vrai, on va dire. On a gardé des contacts assez étroits avec les otages. Donc souvent, ils viennent nous rendre visite, on en reparle et on a gardé un lien assez fort avec eux. Ouais. Ça fait 10 ans. Donc voilà, la vie continue. Pour nous, la vie continue et encore une fois, je répète, elle est beaucoup plus facile à continuer pour nous que pour les gens du Bataclan. C'est quand même une commémoration, 10 ans. C'est même un respect envers les victimes. On ne les oublie pas.